Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Smart Tech, le rendez-vous des nouvelles technologies de Bismart. Je suis ravie de vous retrouver ce lundi. Au sommaire de cette émission, une solution au service des RH. D'abord, dans un contexte où la guerre des talents fait rage, les organisations ont plus que jamais besoin de connaître les compétences de leurs salariés. C'est l'objectif que s'est donné NeoBrain, mieux engager et fidéliser les salariés en identifiant leurs compétences et en les faisant ensuite évoluer dans la bonne direction. Pour ça, NeoBrain s'appuie sur l'intelligence artificielle. On en parle avec le fondateur dans quelques instants. Également dans cette émission, la fête est finie pour les crypto-actifs. L'Europe des 27 s'est mis d'accord sur une réglementation encadrant les crypto-monnaies dans l'UE. Un encadrement plutôt strict si on en croit les acteurs du secteur. On verra comment Bruxelles compte désormais encadrer cette classe d'actifs. On reviendra également avec nos invités sur les réussites et les ratés de cet accord. Et puis enfin, le rendez-vous C'est humain avec David Lacomblède, président du think tank La Villa Numéris. Et alors que le système de santé est sous tension, avec des difficultés, on sait, à recruter, un manque de lits et des urgences engorgées, la transformation numérique pourrait être la solution. Selon lui, c'est elle qui pourra désormais permettre de maintenir une qualité des soins dans nos hôpitaux. Mais d'abord, je vous le disais, c'est donc l'heure de l'interview du jour. Une solution aujourd'hui, je le disais, de gestion de talent. C'est l'idée de la start-up française NeoBrain. Grâce à l'intelligence artificielle, elle permet aux entreprises d'anticiper les évolutions de métiers tout en valorisant les compétences et les motivations des salariés. Dans un monde, on le sait, où les compétences justement évoluent à vitesse grand V, on identifie les compétences, on les recense et on propose aux salariés les évolutions de carrière adéquates. On en parle donc avec le fondateur de la plateforme NeoBrain, Paul Courteau. Il est notre invité. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui dans Smart Tech. Paul Courteau, un mot d'abord sur votre parcours. Vous avez créé, je crois, votre première structure à 14 ans, la deuxième à 17. Vous êtes un entrepreneur dans l'âme, où le sujet de l'accompagnement des compétences vous a toujours parlé. D'abord avec l'éducation, d'ailleurs, je crois, maintenant avec le monde de l'entreprise. Voilà, qu'est-ce qui vous a poussé si jeune à entreprendre ? Alors ça, c'est une bonne question, parce qu'il faut de l'énergie pour entreprendre. En fait, à l'époque, je me rendais compte, quand j'ai créé ma première activité, que les métiers changeaient de plus en plus vite. Et le constat et la manière dont on souhaitait adresser les choses à l'époque, c'était d'aider les jeunes à trouver le métier et les études qui leur correspondent. Et à l'époque, donc en 2017, j'ai eu la chance de revendre ma première structure au magazine L'Étudiant. Et donc ça m'a permis de fonder NeoBrain en janvier 2018. Et à l'époque, je me rendais compte qu'on avait d'un côté des compétences qui devenaient obsolètes et de l'autre côté, des talents qu'on ne trouve plus sur le marché. Et donc c'est comme ça que je me suis dit, finalement, on peut utiliser toute cette technologie au service de la rencontre, de l'offre et la demande dans ces organisations. Mais Paul Courteau, on en a beaucoup parlé évidemment avec la crise sanitaire. On a parlé de reconversion professionnelle, d'évolution de carrière, de donner du sens à son travail aussi. Qu'est-ce qui déjà en 2018, là donc, vous a poussé à vous intéresser à cette question des compétences ? C'est ce que vous le disiez, on constatait déjà à l'époque qu'elles évoluaient de plus en plus vite. Oui. Et là peut-être encore plus depuis la crise ? Oui, effectivement. Pour moi, le point qui était marquant, en fait, c'est notamment la jonction entre mes deux expériences. C'est qu'à l'époque, on orientait des jeunes vers des métiers qui devaient dans 5 ans être des métiers porteurs. Et je me rendais compte que c'était un exercice très très complexe parce que on a une responsabilité très forte. Identifier quels sont les métiers qui vont être porteurs, ceux qui vont disparaître. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait, dans la durée, ce qui est le plus important, au-delà du libellé, du métier, de l'étiquette, ce qui compte, ce sont les compétences qu'on développe qui, selon différentes étiquettes, en fonction des entreprises, des contextes, pour être repackagés et à la fin redonner une autre mission. Donc c'est vraiment derrière c'est là que cette notion de compétence pour moi a commencé à se développer. Et comment cette notion justement, ce concept de compétence, il a évolué au sein des organisations ces dernières années ? Est-ce que les entreprises, elles ont pris la mesure de cette accélération ? C'est ce que je disais aussi. En fait, nous on s'est rendu compte que la crise sanitaire était un accélérateur très fort parce que toutes les transformations qui étaient déjà initiées, en fait, sont fait que s'accélérer. Donc il n'y avait pas eu un monde d'avant, un monde d'après, il y a juste eu un monde qui s'est accéléré davantage. Et on avait en même temps, c'était vraiment ce constat, des compétences obsolètes, des compétences qu'on ne trouve pas. Et donc jusqu'à présent, les entreprises coupaient d'un côté, licenciaient et recrutaient de l'autre. Et là, finalement, soumis à une rude pression interne, voire même un gel des recrutements, elles ont été forcées à capitaliser sur leur vivier, sur leur force vive, pour répondre à leurs enjeux futurs.
Donc l'enjeu aujourd'hui pour les entreprises de cette solution dont on va rentrer dans le détail, évidemment, on va expliquer à ceux qui nous regardent comment ça marche, mais l'enjeu aujourd'hui pour les entreprises, c'est donc de fidéliser ses collaborateurs, c'est ça, c'est tout l'enjeu de votre solution aujourd'hui, de peut-être aussi faire émerger des talents également. C'est ça. En fait, un des enjeux dont on s'est aperçu, c'est qu'il y a une grande frustration des salariés, de manière générale, notamment dans les grandes organisations, parce qu'ils tiennent finalement son choix de carrière. Est-ce que je vais changer de poste? Est-ce que je vais évoluer? Ça s'appuie sur un ensemble de critères. Il y a une étude allemande qui a indiqué qu'il y avait à peu près une quarantaine de facteurs qui faisaient partie de mon process de décision pour changer de voie. Et ça, finalement, dans les grands groupes, c'est très compliqué pour le salarié, enfin très compliqué pour le DRH et pour le salarié de faire cette rencontre. Donc finalement, notre rôle, c'est d'être capable d'individualiser la relation entre l'entreprise et chaque salarié en tenant compte de ses caractéristiques grâce à l'intelligence artificielle. Donc, à vous, une solution comme l'intelligence artificielle qui permet une collecte des données aussi beaucoup plus simple, on va en parler. Comment les services RH y géraient justement cette question de la compétence, ce recensement des compétences des salariés? Ils faisaient comment avant? Alors souvent, ça se faisait, mais pas dans le même temps. Ça se fait souvent lors des entretiens annuels. Voilà, on a des grilles de compétences, on a un premier référentiel qui va sur chaque métier représenter 10, 15 compétences qui sont coévaluées. En moyenne, le salarié va les changer tous les 4 ans, 5 ans de poste, ce qui était, et encore dans certaines entreprises, c'est parfois 10 ans. Et ça, c'est un temps qui est beaucoup trop long par rapport à ce qu'on vit en ce moment. Finalement, les salariés ont envie, déjà au bout d'un an et demi, 2 ans, ils disent c'est bon, j'ai fait le tour, j'ai envie de changer. Donc ça suppose d'autres questions derrière, mais sur notre sujet d'aujourd'hui, finalement, donc, ces processus d'évaluation et de détection des compétences étaient très limités. Parce qu'ils étaient déjà faits dans un temps annuel, et deuxièmement, parce qu'ils ne reflétaient que les compétences actuelles du poste, du salarié, et encore un poste générique. Et on sait que ces référentiels sont souvent très vite vieillissants. On a vu que statistiquement, chez nos clients, ils représentent que 60% des compétences que le salarié mobilise réellement au quotidien. Oui, parce que c'est aussi un travail de référentiel, de collecte qui est colossal aussi. Oui. C'est colossal pour une organisation, pour une grande organisation en plus. C'est pour ça. Et en fait, on est passé d'une organisation qui était très centralisée, où vous avez besoin d'avoir des référentiels très normés, très structurés pour faire des comparaisons, prendre des décisions qui, après, faisaient avec une approche top-down, indiquaient des parcours types. Et aujourd'hui, on voit que les entreprises qui réussissent sont celles qui arrivent à s'adapter plus vite aux contraintes du marché. La crise sanitaire en a été un exemple assez marquant, mais il y a d'autres crises qui sont arrivées de ce type. Et finalement, on s'est rendu compte qu'être capable d'inventorier toutes les compétences et appétences des équipes, et ça c'est le composant aussi clé, ça permet derrière de pouvoir simuler différentes stratégies de l'entreprise en se disant, si demain par exemple, quand on se dit on a un enjeu rapide de décarbonation, quel impact sur nos métiers, sur nos compétences? Ça permet de savoir finalement quels salariés ont déjà une appétence sur ces sujets. Est-ce qu'ils ont les qualités et les compétences techniques même pour aller dans ce sens? C'est intéressant pour le salarié et donc pour la stratégie d'entreprise aussi. Une question peut-être toute bête, mais chaque métier sous-entend combien de compétences à peu près? Je ne sais pas si on peut la poser comme ça, cette question. Alors ça dépend à quelle maille on va rentrer. Nous, ce qu'on voit, c'est que le bon niveau pour décrire un métier, généralement, c'est d'avoir entre 10 et 15 compétences clés, qui sont le cœur du métier. On voit que ces compétences, dans l'année et demie qui vient de passer, elles ont augmenté de 10% en moyenne. Et ça, on le sait parce qu'on analyse tous les jours des millions d'offres d'emploi dans une cinquantaine de pays différents, ce qui nous permet de détecter régulièrement quelles sont les compétences qui émergent, celles qui disparaissent, et en moyenne, combien on demande de compétences sur un même poste. Donc expliquez-nous, alors on va rentrer dans le détail donc, de cette solution NeoBrain qui s'appuie donc sur l'intelligence artificielle. Que permet l'intelligence artificielle aujourd'hui justement pour cette gestion de compétences? Qu'est-ce qu'elle vous a apporté, vous? Par exemple, je prends un exemple très concret. Je prends l'exemple du groupe Bosch, par exemple. Sur un site industriel à Rodez, on a un enjeu, c'est-à-dire que c'est un site qui est impacté par la réduction des moteurs diesel. Et donc ils ont un enjeu de repositionner leurs salariés sur d'autres métiers, sur d'autres missions, en diversifiant un site industriel. Donc un enjeu majeur avec un impact sur l'emploi très fort. L'enjeu étant de préserver ces emplois. Donc comment l'intelligence artificielle va jouer un rôle? La première chose, c'est qu'elle va aider l'entreprise à définir les compétences requises sur chacun de ses postes, sur chacun de ses métiers. Et pour ça, on le fait en analysant justement ce marché. On les aide avec un benchmark à définir les compétences requises. De l'autre côté, moi je suis salarié du groupe Bosch, je vais pouvoir accéder à ma plateforme, on va me guider pour décrire mes expériences, je peux pouvoir, si j'ai un profil LinkedIn, synchroniser mon profil ou importer un CV. Et là, l'IA va m'aider à traduire mon parcours, professionnel ou extra-professionnel, en 10 à 15 compétences clés que j'ai mobilisées. Je m'auto-évalue, niveau de maîtrise, niveau de motivation, et on va m'aider à me suggérer des parcours de carrière
des postes, des projets vers lesquels je peux tendre. L'auto-évaluation, ça marche? Alors ça, c'est un très bon point. On se rend compte que, alors statistiquement, souvent, les meilleurs se sous-évaluent et les moins bons vont surévaluer. Ça, c'est un biais assez classique. C'est pour ça que nous, on suggère d'introduire d'autres méthodes d'évaluation en complément. Ouais. Ça peut être l'évaluation du manager, des tests standardisés. Si je veux évaluer mon niveau d'anglais, c'est rien que je l'autodéclare. Il y a des outils très structurés pour ça. Éventuellement, sur certaines compétences comportementales, ou l'auto-évaluation, si je dois évaluer ma capacité de leadership, il n'y a rien de plus biaisé, forcément, c'est une auto-évaluation. Donc c'est là où on peut intégrer du feedback de ses pairs pour objectiver mon niveau. Une question aussi, Paul Courteau, comment cette IA, cette solution-là, elle permet aussi de personnaliser les parcours. Voilà, si on prend une comparaison toute bête de deux collègues qui ont à peu près le même poste, est-ce que cette IA-là va leur proposer à un moment peut-être deux parcours différents, malgré des compétences qui se rejoignent peut-être à 90%, mais à un moment, on va personnaliser aussi le parcours parce qu'on sait que les attentes et les motivations, là, des salariés ne sont pas les mêmes. Exactement. Et alors, en fait, c'est rigolo parce que c'est la même raison si je fais un parallèle avec Tinder. Oui. Deux personnes vont dire, mais voilà. Une comparaison que nos téléspectateurs vont bien comprendre. Voilà, si je fais comparaison avec Tinder, deux personnes vont peut-être décrire leur conjointe idéal de la même manière, mais en fait, ils vont pas du tout choisir les mêmes, ils vont pas matcher avec les mêmes personnes. Et c'est tout ce centre au milieu de caractéristiques qui sont très spécifiques à chaque individu, qui vont faire différer le choix d'un parcours professionnel ou d'un autre. Un exemple concret d'application de l'IA là-dessus, et on va toujours comparer avec Tinder, on va me proposer, notre plateforme va vous proposer plusieurs postes, et vous allez devoir indiquer, vous allez swiper à droite ou à gauche, comme sur Tinder. Et le système va apprendre sur la base de vos caractéristiques en comprenant où est-ce que vous voulez travailler, dans quel environnement de travail, dans quel type de métier, avec quel type de compétences, etc. Grâce à ça, on sait qu'aujourd'hui, avec 4 feedbacks, on arrive à prédire avec 80% votre chance de choisir le prochain poste. Et ça, c'est un exemple. Il y a eu, en fait, dans les 2 ans qui viennent de passer, une évolution technologique majeure qui s'appelait l'active learning, qui sont des nouvelles méthodes d'apprentissage, un peu comme Montessori de l'IA, qui permet d'accélérer et, grosso modo, de diviser par 10 le temps d'apprentissage. Donc avant, il fallait 40 feedbacks pour que ça marche. On va dire qu'on ne fait pas ça, sinon ça ne marche pas, on perd tout le monde. Là, aujourd'hui, avec seulement 4 feedbacks, on peut prédire votre prochain poste. Justement, prédire, anticiper, c'était ma prochaine question. Est-ce que c'est possible d'anticiper, on parle d'évolution rapide des compétences, des métiers de demain, voilà, d'un métier qui n'existe peut-être pas encore. Est-ce que cette solution-là permet aussi d'anticiper les compétences de demain, d'anticiper les métiers de demain? On est sur de la collecte de données, en effet, dont on a besoin, ça évolue vite. On est capable d'anticiper également? On peut anticiper, alors pas à très long terme. Moi, je crois que le côté quels sont les métiers dans 10 ans, très compliqué. Et là, il y a des futurologues qui font ce métier. Nous, notre place, finalement, et le rôle de l'IA, notamment par rapport aux données disponibles, c'est d'anticiper les compétences qui émergent et qui disparaissent sur le marché de l'emploi via les offres d'emploi. Nous, c'est en tout cas la donnée la plus large et la plus représentative qu'on ait pu trouver aujourd'hui sur le marché. Ça nous permet par exemple d'identifier qu'au Brésil, il y a certaines compétences qui émergent dans l'agriculture 7 mois avant d'arriver en France. Ça donne 7 précieux mois aux entreprises agricoles françaises pour anticiper les évolutions qui vont les impacter demain. Quelles sont les organisations aujourd'hui qui font appel à vous, à votre solution? Des plutôt grandes structures que petites? Oui, c'est des entreprises qui vont avoir genre plus de 1000 salariés, ça va de 1000 à 200 000 salariés. Des entreprises comme le groupe Safran, Bosch, mais aussi des entreprises plus petites, Amicio, voilà. Donc des organisations vraiment de taille très différentes. Dernière question, vous venez de lever 20 millions d'euros. Quel est l'objectif de cette levée de fonds aujourd'hui? Quelle partie vous allez laisser peut-être à la recherche et développement, puisqu'on est sur une technologie là ici? Voilà, expliquez-nous vos objectifs. Sur ces 20 millions, on en a 40% qu'on va continuer à dédier à la R&D. C'est-à-dire qu'on réinjecte, ça c'est un point majeur. Cette technologie, elle doit être maintenue et évolutive. Donc on pense qu'on peut aller encore bien plus loin dans le caractère prédictif et dans l'aide qu'on peut apporter à un salarié à un moment où sa carrière est en pleine mutation et à l'entreprise. Et finalement, donc ça c'est 40% dédié à la R&D pour développer différents sujets. Le fait de pouvoir staffer des projets plus courte durée et finalement de ne plus avoir de poste mais de ne fonctionner que sous forme de projet. C'est ça qui est pour nous un enjeu clé. Ce qu'on appelle le Strategic Workforce Planning, qui permet de planifier les évolutions de ses effectifs et d'aider à l'entreprise de simuler différentes stratégies et de voir l'impact sur ses équipes pour justement s'assurer que l'humain soit au centre de ses décisions également, qui pour nous est un point majeur. Et le 3e axe de développement, on se rend compte que cette gestion des compétences, elle ne marche que si c'est le manager qui s'en saisit. Et il faut que ça soit un outil de développement et de pilotage pour le manager très opérationnel. Donc ça, c'est la R&D.
En parallèle, on se développe beaucoup à l'international. On a ouvert un bureau en Allemagne, à Francfort, il y a une semaine, exact jour pour jour. On va ouvrir un bureau à Londres dans 6 mois, puis à New York dans 18 mois. Donc on sera près de 200 à la fin de l'année. On était 20 il y a 2 ans, donc on a fait x10 en 2 ans. Une belle croissance. Merci beaucoup Paul Courteau d'être venu sur le plateau de Smartech aujourd'hui, d'avoir répondu à nos questions, de nous avoir présenté NeoBrain. Je rappelle, vous êtes son fondateur. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Tout de suite, on parle crypto dans le débat du jour. Je le disais, l'Europe siffle la fin de la récréation pour les cryptoactifs. Le nouveau cadre européen vient resserrer la vis sur le marché des crypto-monnaies. Les 27 ont en effet trouvé un accord sur le fameux projet de règlement MiCA, un projet qui devait prendre vie sous la présidence française de l'Union européenne. C'était le pari de la France qui a impulsé les réflexions. Eh bien, c'est donc chose faite depuis le 30 juin dernier. Alors, que dit ce cadre de règlement inédit et qu'en pensent les acteurs du secteur? On va leur poser la question tout de suite dans Smartech. Nos deux invités aujourd'hui sont Faustine Fleuret, on vous connaît bien dans Smartech, présidente et directrice générale de l'ADAN, qui rassemble, je le rappelle, les professionnels du secteur des actifs numériques et des technologies blockchain en France et en Europe. Bonjour Faustine. Bonjour Eva. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui dans Smartech. Flavio Restelli nous accompagne également, consultant chez Blockchain Partners de KPMG, spécialiste, on le sait, KPMG, de l'audit et du conseil. Bonjour Flavio. Bonjour Eva. Merci beaucoup de nous accompagner, vous aussi. Faustine Fleuret, on a parlé de no man's land juridique, de Far West. Avant ce règlement MiCA, le secteur n'était pas du tout réglementé. Alors si, le secteur était réglementé, et en particulier en France, où ça fait très longtemps qu'on a un cadre pour les marchés de cryptoactifs, puisque c'était pendant la loi Pacte qu'on en a débattu et qu'on l'a mis en place. Et ce cadre a été promulgué en 2019. Donc ça fait plus de 3 ans que à la fois les émetteurs et les prestataires de marchés de cryptoactifs sont encadrés en France sur davantage le volet lutte contre le blanchiment et financement du terrorisme, mais aussi des dispositions pour la protection des utilisateurs. Donc c'est une bonne nouvelle pour l'industrie française qu'on vienne aujourd'hui harmoniser au niveau européen et mettre tout le monde sur des conditions de concurrence équitables. Donc inédit non, mais ce qu'il a d'historique en tout cas, c'est peut-être son échelle européenne, c'est ça? Tout à fait, puisqu'avec le régime français, ce qui n'était pas possible, en tout cas ça ne pouvait pas être un avantage pour passeporter, pour exporter son activité dans d'autres États européens. C'était pas un régime qui était reconnu par les autres États. Donc ça avait un avantage limité quand il s'agissait de croissance et d'expansion à l'Europe et même à l'international. Donc ça va être une bonne nouvelle, bien sûr parce qu'on harmonise et que tout le monde a les mêmes règles du jeu et que c'est plus lisible et qu'en plus on peut construire sur la base de cette réglementation une activité plus large. Bonne nouvelle, pourtant on a l'impression que cette nouvelle réglementation inquiète tout de même les acteurs du secteur. Flavio, est-ce qu'elle est considérée comme trop stricte aujourd'hui? Elle inquiète l'industrie? Je pense que le plus important, c'est d'essayer de faire la part des choses. Il y a des points positifs dans les deux règlements. Donc déjà, pour clarifier, on parle de deux règlements. Oui, MiCA et le TFR. Effectivement, il y a pas mal de points positifs. C'est bien de faire de la clarté, de régir le secteur. D'un autre côté, c'est vrai qu'il faut essayer de appuyer sur la réglementation sans exagérer, dans la mesure où il faut faire la balance entre ce besoin de clarifier les enjeux et d'un autre côté de ne pas alourdir les acteurs européens de manière à ce qu'ils puissent potentiellement être désavantagés face à la concurrence internationale. Donc effectivement, quelques inquiétudes ont été exprimées dans l'écosystème au fil des négociations sur ces deux règlements. Notamment sur la réglementation TFR, je crois. C'était celle qui inquiétait particulièrement les acteurs du secteur. Oui, je pense qu'il y avait les deux. Effectivement, sur TFR, il y avait cette question de vouloir tout tracer, faire toujours de l'identification. Donc en gros, pour clarifier, pour celles et ceux qui nous suivent. Voilà, on va rentrer dans le détail si on veut tout de suite, plutôt que de parler de peut-être des conséquences. Déjà expliquer peut-être ceux qui nous regardent ce que dit exactement cette réglementation. Effectivement, donc si on parle du règlement TFR, qui s'adresse aux intermédiaires crypto et dont l'objectif c'est de s'inscrire dans le cadre de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, l'objectif c'est d'imposer aux plateformes, donc aux intermédiaires centralisés, des mesures qui assure l'authentification des détenteurs de comptes et donc le traçage complet de toutes les opérations, à la fois entre plateformes centralisées et plateformes centralisées et au-delà des 1 000 euros
également entre plateformes centralisées et ce qu'on appelle unhosted wallet, donc les wallets non custodiales. Et c'est là où effectivement il y a eu un petit peu de sensibilité dans l'écosystème parce que déjà la promesse de la crypto, c'est de ne pas faire de l'identification tout le temps. Mais surtout, en fait, je dirais ce qui est le plus important, c'est qu'il y a plusieurs manières de faire des contrôles et tout le monde accueille favorablement les mesures qui assurent de contrer les phénomènes, les marchés illicites, mais en réalité déjà la crypto est très peu utilisée pour du blanchiment, du financement du terrorisme, les chiffres le montrent bien. Et puis il y aurait peut-être d'autres approches, pas forcément exemptées, mais ex post avec de l'analyse de données on-chain, on ne va pas rentrer dans le détail, qui pourraient s'avérer à la fois plus efficaces et aussi moins lourds en termes de contraintes sur les acteurs, surtout qu'on ne sait pas à date comment techniquement ces plateformes vont être en mesure de faire toujours de l'identification de wallets non custodiales. Ça sera à voir. Comment vous avez participé à ce projet, justement? Parce que voilà, il parlait d'attente, en tout cas, du secteur et des acteurs de l'industrie, notamment sur ces sujets-là. Est-ce que vous avez participé, justement, à cette réglementation-là? Vous avez été entendu sur certains points? Alors, bien sûr, en tant qu'association professionnelle, on a participé à toutes les étapes de la construction de ces réglementations, autant sur MiCA et sur TFR. Alors, aux phases de consultation publique, puisque les institutions européennes, à plusieurs étapes, ont sollicité l'avis de l'industrie et de tous ceux qui avaient un intérêt à donner leur avis. Et ensuite, au fil de l'eau, des trilogues, donc la dernière phase qui nous a permis d'avoir ces accords politiques d'il y a 2 semaines. Donc, c'est vrai que sur MiCA, il y a eu beaucoup plus d'issues favorables à un moment où il y avait des problématiques qui inquiétaient énormément. Donc, pour ces issues favorables, je peux citer par exemple l'exemption de la finance décentralisée de MiCA, puisque ce n'était pas du tout le bon véhicule réglementaire, l'exemption des NFT, les jetons non fongibles. De la même façon, il y avait beaucoup de questions sur le fait est-ce que c'était le bon cadre et MiCA ne l'est pas pour tous les NFT. Oui, puisqu'aujourd'hui, les cryptoactifs qui sont concernés, on a parlé des stablecoins, on a parlé, voilà, les NFT, eux, sont exclus, en tout cas, de cette réglementation. C'est bien ça? Tout à fait. Et la France, avec son industrie, a énormément œuvré, a beaucoup écouté justement les acteurs du secteur qui expliquaient que les NFT, ce n'est pas une classe d'actifs homogène. Derrière les NFT, vous pouvez avoir un objet d'art, vous pouvez avoir une épée dans un jeu vidéo, une parcelle de métaverse. Donc déjà, traiter les NFT de façon homogène, ce n'était pas la bonne approche. Et MiCA se veut être une réglementation plutôt financière sur les activités de marché de cryptoactifs. Donc de la même façon, tous les acteurs n'avaient pas à être concernés et toutes les activités sur NFT ne sont pas des activités financières. Donc là où la France a gagné son pari, disons, à la fin des trilogues et dans cet accord politique, c'est d'effectivement considérer que les NFT ne sont pas par défaut des cryptoactifs dans le périmètre de MiCA. Ce qui n'empêche qu'il pourrait y avoir une requalification de certains NFT pour qu'ils tombent dans MiCA, mais par défaut, les NFT ne sont pas compris dans cette réglementation. On va aussi parler de peut-être ceux qui nous regardent aujourd'hui, qui ont investi ou souhaiteraient investir aujourd'hui dans les cryptoactifs. Ils sont de plus en plus nombreux en France, en Europe. Cette réglementation MiCA notamment permet, c'était aussi l'objectif, aux particuliers d'investir plus sereinement aujourd'hui dans les cryptoactifs. Flavio, c'était aussi ça l'intérêt, c'était protéger le citoyen français ou le citoyen européen, et lui permettre d'investir plus sûrement aujourd'hui. Bien sûr, et c'est très bien. C'est d'ailleurs surtout l'objectif de MiCA, la protection du consommateur. On s'est inspiré du modèle français des PSAN et on l'a élargi à la fois du point de vue horizontal parce qu'on a inclus des prestataires qui offrent des services qui, par exemple, en France, n'étaient pas encore encadrés. Donc c'est à la fois très large et aussi très profond parce que d'un point de vue plus vertical, on impose des nouvelles contraintes, mais aussi positivement de l'obligation d'assurance sur les fonds des clients, des ratios prudentiels, effectivement tout un tas de mesures qui assurent que le prestataire de service auquel le particulier peut s'appuyer va garantir une solidité dans son activité. Donc ça, c'est excellent. Le problème, c'est que l'on s'assure que ces contraintes-là ne pèsent pas seulement sur les acteurs européens et ne pèsent pas trop lourdement sur les acteurs européens, dans la mesure où, par exemple, on l'a vu en France dans le cadre du débat par rapport aux prestataires PSAN, il reste quand même possible pour les Européens d'utiliser des services mis à disposition par des acteurs non européens qui ne sont donc pas encadrés par ces mesures-là.
certes, ces acteurs-là n'ont pas le droit de faire du démarchage commercial en Europe, comme à l'époque c'était en France pour les non-PSAN, mais ils restent accessibles. Et donc, il risque d'y avoir une sorte de concurrence déloyale, là où nous, en Europe, et on a bien raison, on veut assurer tout un tas de garanties, mais notre capacité ensuite à faire de l'harmonisation au niveau international va peser finalement sur la compétitivité de nos entreprises. Mais il y a un enjeu de compétitivité, c'est ça, j'allais y venir, il y a un enjeu de compétitivité aujourd'hui si on peut parler ne serait-ce qu'au niveau français, les acteurs français aujourd'hui des cryptoactifs et des crypto-monnaies, c'était ça aussi, est-ce que j'ai l'impression en vous entendant tous les deux, qu'il faut trouver un équilibre, c'est-à-dire favoriser l'écosystème sans l'étouffer, enfin c'était tout le sujet aujourd'hui de cette réglementation aussi. Tout à fait. Et c'est pour ça qu'il y a le sujet réglementation où on appelait de nos voeux à ce qu'elle soit adaptée et proportionnée par rapport à l'état du secteur. Mais en fait, il faut aussi qu'on parle de la supervision et ça va être les enjeux à venir. C'est qu'effectivement, on a ces règles, mais il faut un arbitre pour s'assurer qu'elles soient suivies, bien sûr, par les acteurs européens, mais aussi des acteurs internationaux qui s'adresseraient activement au marché européen. Et c'est vrai qu'il y a une brèche aujourd'hui dans la réglementation européenne inspiré de la réglementation financière, c'est-à-dire effectivement, je suis un acteur étranger, je suis quand même disponible pour des citoyens européens qui veulent se servir de mes services. Si je ne les démarche pas activement, je n'ai pas à m'implanter en Europe et je n'ai pas à respecter cette réglementation. Donc ça peut être un prétexte utilisé pour ne pas respecter la réglementation tout en faisant de la sollicitation active de clients européens. Et c'est pour ça que la supervision va être cruciale, mais aussi en pratique, on a beaucoup de questions parce qu'il faut repérer cette sollicitation active dans un monde de plus en plus numérique, l'emploi des réseaux sociaux, etc. Et puis ensuite, comment on fait s'il y a un prestataire étranger qui est effectivement non conforme à MiCA ou à TFR, comment on va le chercher puisqu'il n'est pas en Europe. Donc, il y avait le sujet de la réglementation avec des règles on a parlé des issues favorables, on a aussi des issues moins favorables où on a voulu que ce soit une réglementation adaptée et proportionnée. L'enjeu maintenant, ça va être dans la déclinaison technique, puisque ce qu'on a obtenu il y a 2 semaines, c'est des accords politiques. Donc quand je parlais de l'exemption de la finance décentralisée, on doit encore aujourd'hui discuter au niveau européen techniquement comment on rédige le texte pour ce faire. Et puis il va y avoir la mise en place de la supervision, l'outillage, le recrutement, sachant que c'est des marchés en pleine croissance, avec des problématiques qu'on a vues effectivement au niveau français, d'acteurs étrangers qui ne respectent pas notre réglementation, mais qui ne sont pas sanctionnés pour autant. Mais là, en l'occurrence, la France, qui en effet avait de l'avance sur cette question de la réglementation des cryptoactifs, la mise en œuvre, la mise en application aujourd'hui de ces mesures au niveau européen sera peut-être plus facile aujourd'hui pour nous ? Sans doute. Oui. La France est sans doute un des pays qui a le plus fait de pas en avant au niveau de la réglementation crypto. Et d'ailleurs, je pense que ça peut être une fierté aussi que le cadre européen se soit inspiré du cadre français. Après, le problème, à la fois en France et au sein de l'Union européenne, c'est essayer de rattraper le retard que la réglementation forcément a toujours sur l'évolution de l'écosystème, qui lui va très très vite. C'est la raison pour laquelle, comme le disait Faustine, c'est une très bonne nouvelle qu'on ait été capable de faire la part des choses, de ne pas inclure dans MiCA tout et n'importe quoi. Donc finalement, la DeFi, qui par définition est décentralisée, ne rentre pas dans le scope d'une réglementation qui, elle, s'adresse aux intermédiaires centralisés. Ça, c'est excellent. On a aussi compris que les NFT ne sont pas forcément une classe d'actifs financiers. Ça dépend de l'usage. C'est plutôt un concept technologique. Donc on va régler tout ça, la DeFi, les NFT, avec d'autres textes demain, mais pas forcément le même. Mais par contre, il faut essayer d'aller un peu vite aussi, parce que si le décalage de plusieurs années se perpétue, ça devient de plus en plus compliqué pour les institutions européennes de bien saisir les enjeux et finalement de les encadrer au mieux, y compris vis-à-vis des besoins des entreprises, comme on le disait. Puisque là, on est sur une application en 2024, c'est ça ? Oui. Ouais. Le calendrier est encore très prospectif, parce qu'on n'a eu que des accords politiques en juin, donc ça veut dire on sait vers quelle est notre vision en Europe. Il faut, ce que je disais, maintenant techniquement mettre en application ces accords. Ces accords doivent être validés. Il y a un certain process à la fois au niveau du Parlement et du Conseil de l'Union européenne. Ensuite, il y a une entrée en vigueur, ensuite public. Voilà, donc on s'attend à une entrée en application pas avant 2024, voire 2025. Mais d'ici là, le secteur peut encore évoluer ? Tout à fait. Sûrement.
Sûrement, c'est ça qui est aussi bizarre. On court après aussi aujourd'hui, enfin la réglementation court après, c'est ce que vous disiez Flavio, court après les évolutions et les transformations du secteur. Mais qui le vont très secteur vite. doit aussi se préparer, donc il faut du temps, il faut que les superviseurs se préparent aussi. Les entreprises, les institutions françaises, elles sont prêtes justement, selon vous? Qu'est-ce qui pourrait les aider aujourd'hui à fluidifier et à mieux appréhender cette application? Alors déjà, comme le disait Fabio, on a de la chance puisqu'on a des autorités françaises qui connaissent le sujet crypto depuis plus longtemps peut-être que d'autres autorités. Donc ça va être des gens qui vont être mieux connus aussi, des acteurs qui sont mieux connus par nos autorités, où il y a déjà des relations. Donc ça risque d'aller plus vite et on a une expertise qui est déjà installée. Donc l'enjeu va peut-être être sur ce projet d'autorité européenne de supervision en matière de lutte contre le blanchiment et financement du terrorisme, où là on a tout à faire. On doit avoir les équipes, on doit avoir l'outillage, on doit avoir l'expertise à mettre en place. Mais c'est vrai que nos PSAN enregistrés en France, nos prestataires de services sur actifs numériques enregistrés en France sont déjà plus au fait de la réglementation, bien sûr. En travaillant avec nous à l'association, ils voient à peu près vers quoi on se dirige. Et nous, on les invite à vraiment se mettre en conformité au plus vite, en tout cas se préparer au plus vite, mais aussi les superviseurs qui vont avoir besoin, bien sûr, de superviser, de collecter de l'information, et notamment sur le règlement TFR, il y a une disposition qui pose énormément de problèmes où toutes les transactions au-dessus de 1 000 € vont devoir être déclarées aux superviseurs. Donc on imagine le travail conséquent, voire le goulot d'étranglement en fait, puisqu'on n'a pas eu une approche pertinente par les risques par rapport à cette disposition. Donc à la fois côté secteur privé et secteur public, le fait d'avoir un peu de temps, finalement, c'est peut-être une bonne nouvelle, tout en veillant à ce qu'on n'ait pas effectivement une concurrence internationale qui se mette en place, parce qu'on est en avance en matière de réglementation. Et donc les autres places majeures de la crypto vont certainement regarder comment faire leur propre cadre et éventuellement être plus attractifs que nous. Parce que les conséquences à terme, ça pourrait être que, je ne sais pas, certaines plateformes disparaissent. Flavio, on pourrait en arriver là? Alors, comme le disait Faustine, aujourd'hui, on parle d'hypothèse. Oui. Mais effectivement, dans le meilleur des mondes, on trouve la bonne balance, comme on le disait. Et donc, c'est une bonne nouvelle d'avoir un cadre réglementaire, finalement, qui d'ailleurs arrive au moment de la massification du marché crypto. Donc, il y a un passage à l'échelle, c'est normal, c'est bien que les institutions publiques réagissent à ça. Et dans le meilleur des mondes, on arrive à faire la balance et on garde notre compétitivité. Dans le pire des mondes, on va être une colonie d'autres géants qui, eux, se développent de manière plus favorable à cet écosystème. Et ça, c'est ce que je n'espère pas. Et je pense que ça ne sera pas forcément le cas. Mais c'est vrai qu'il faut faire attention à certaines petites mesures. Pour donner un exemple parmi tant d'autres, au niveau des stablecoins, le premier volet de MiCA s'adresse en particulier aux émetteurs de jetons, dont ce qu'on appelle les Asset Reference Tokens, ce qui inclut les stablecoins, donc tous les actifs dont le prix est lié à un autre actif. Et dans ce cas-là, on a mis des limites, par exemple, de 200 millions d'euros de transactions par jour. Alors, il faudra voir comment on applique ça, comment d'ailleurs cela s'applique aussi aux acteurs étrangers ou alors seulement à nos acteurs européens. Mais ça risque de limiter fortement le développement des acteurs du monde stablecoin en Europe, ce qui d'ailleurs aussi représente un enjeu considérable d'un point de vue géopolitique, j'oserais dire, en tout cas de souveraineté, à l'heure où la plupart des stablecoins utilisés sont en réalité adossés au dollar. Et nous, on aurait tout intérêt à favoriser le développement de stablecoins adossés à l'euro. Faustine. Parce que si on ne le fait pas, en fait, il y a des acteurs américains qui le font. Il y a quelques semaines, il y a un deuxième acteur américain qui a commencé à émettre son stablecoin euro. Ça fait 1 an que Tether, qui est le plus gros émetteur de stablecoin dollar, émet aussi son stablecoin euro. Donc on voit que si nous, on ne le fait pas, si l'Europe ne se saisit pas de ce sujet, on va le faire pour nous. Donc c'est effectivement des questions importantes en matière de souveraineté monétaire et numérique en général, qu'on encourage le développement par des acteurs européens, de stablecoins européens, mais même de façon générale. Et c'est pour ça que la réglementation se devait être proportionnée et adaptée. Si on veut atteindre nos objectifs, que ce soit la lutte contre le blanchiment, la lutte contre le changement climatique, la protection des utilisateurs, il nous faut des entreprises en Europe qui vont porter ces valeurs et qui vont porter ces objectifs. Parce que si elles sont ailleurs, on ne va pas pouvoir atteindre ces objectifs-là. Et la réglementation, elle est vertueuse parce qu'elle poursuit à tout ce dont on a parlé, mais qu'il nous faut des gens pour les porter.
Le message est passé. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir fait le point sur cette réglementation aujourd'hui avec nous. Flavio Restelli, je le rappelle, vous êtes consultant chez Blockchain Partners de KPMG. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Faustine Fleuret, merci beaucoup aussi d'avoir été avec nous. Je le rappelle, vous êtes présidente et directrice générale de l'ADAN. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Non, c'est pas fini. On se retrouve tout de suite après une courte page de pub. À tout de suite. De retour dans Smart Tech, je vous l'avais dit, aujourd'hui c'est le rendez-vous C'est humain avec David Lacomblède. Il nous accompagne aujourd'hui dans Smart Tech. On vous connaît bien, David. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui. Je le rappelle, vous êtes le président du think tank La Villa Numéris. On va parler aujourd'hui, c'est vrai, je le disais en préambule de cette émission, d'un système de santé qui est en effet sous tension aujourd'hui particulièrement. C'est ce qu'on dit, la difficulté à recruter, manque de lits, urgence engorgée. Vous nous dites aujourd'hui que la transformation numérique, une transformation numérique en profondeur d'ailleurs, permettrait peut-être d'améliorer ce système de santé, de maintenir une qualité des soins. C'est ce que vous allez nous dire aujourd'hui, c'est ça ? Si la santé va, tout va, oui. Dit l'adage populaire. Ce qui vaut pour les personnes vaut également pour les organisations. Regardons quand même les points positifs. On a quand même des personnels impliqués, très bien formés, certainement les meilleurs au monde. Un système hors pair qu'on retrouve nulle part ailleurs, d'aide, de soutien et de remboursement. D'ailleurs, c'est bien là que les problèmes peuvent arriver, avec une dette publique forte et une difficulté à soutenir, j'allais dire une croissance en tout cas, un accroissement, et on l'a bien vu avec le Covid. Et une accélération du vieillissement de la population. D'ailleurs, on a bien vu avec la crise sanitaire que ce sont les personnes les plus âgées qui ont payé le principal tribut, là où on vient de franchir la barre des 150 000 morts imputables directement au Covid. Quand je parle d'accélération, il faut bien voir qu'aujourd'hui, un Français sur 5 a plus de 65 ans. Ils seront 1 sur 4 à l'horizon 2050. Et si on regarde encore plus finement, au-delà de 75 ans, là on va avoir une très nette accélération d'ici la fin de la décennie, puisque aujourd'hui il y a 4 millions de Français qui ont plus de 75 ans. Ils seront 6 millions à l'horizon 2030, dans 8 ans. Plus 50%. Et on sait bien que c'est l'âge à partir duquel on peut perdre en autonomie ou avoir des accidents beaucoup plus sérieux. Et c'est certainement l'âge qui est le plus coûteux à la sécurité sociale. Qu'est-ce qu'on fait alors, David ? Alors, on investit, on ne va pas ouvrir des lits et des hôpitaux qui de toute façon ne seront pas prêts à temps et on voit bien qu'on n'en a pas les moyens. Et quand bien même on aurait les moyens de le faire, il y aurait une difficulté à avoir des personnels formés et qualifiés pour les entretenir. Et c'est là où effectivement le numérique peut jouer un rôle majeur, d'auxiliaire de santé en quelque sorte, à condition de changer un état d'esprit qui aujourd'hui privilégie la guérison et peut-être n'est pas suffisamment dans l'anticipation, dans la prévention. Alors je ne dis pas qu'il ne faut plus guérir, bien au contraire, mais en revanche prendre conscience qu'on peut peut-être détecter au préalable. Alors il y a un fait rassurant, c'est que le ministre de la Santé est désormais aussi ministre de la Prévention. Voyons s'il y a un signe encourageant et veillons effectivement à ce que cela soit suivi des faits. Est-ce que vous auriez des exemples concrets à nous donner, David ? Alors, l'exemple le plus frappant et populaire, c'est celui de la téléconsultation. 2019, 60 000 actes de téléconsultation. 2020, sous la pression de la crise, on est passé à 19 millions de téléconsultations facturées dans notre pays. Signe que les professionnels ont su s'y mettre, signe que les patients ont su s'y mettre, avec une meilleure organisation d'ailleurs pour les médecins, un peu plus d'efficacité et aussi une hiérarchisation. Alors c'est peut-être pas le bon terme parce qu'il faut faire attention, on est sur un domaine sensible, en tout cas une qualification, notamment quand il s'agit d'aller aux urgences par exemple, et on voit bien, le ministre de la Santé a fait une mission flash sur le sujet. On est à l'aube d'une crise majeure dans les urgences, la réalité c'est qu'on l'est depuis longtemps, et là il y a effectivement des solutions qui permettent de fluidifier, d'ailleurs c'est dans le rapport du ministre qui veut le faire en aval pour mieux orienter, certainement faut-il le faire aussi en amont.
personne d'entre nous n'a envie d'aller aux urgences, et encore moins d'y attendre des heures et des heures promises. Et c'est là où des outils... Alors récemment, on a accueilli à la Villa Numéris une société qui s'appelle l'Urgence Chrono, et qui, sur des bases d'intelligence artificielle et historique d'observation, sait à peu près dire combien de temps vous allez rester aux urgences. Et permet aussi aux professionnels, aux ambulanciers par exemple, peut-être de conduire leurs patients dans un autre service d'urgence dans une ville ou dans un département en fonction de temps d'attente qui seront un peu moindres. Il fallait, c'est ce que vous venez de dire justement David, il fallait éviter de faire venir les personnes à l'hôpital. Des fois, on n'a quand même pas le choix, on est d'accord? Bien sûr, oui, mais désengorger les hôpitaux, c'est aussi se donner plus de chances de mieux soigner ceux qui y viennent. Et en plus, les patients préfèrent être globalement chez eux, maintenus à domicile. Faut-il encore une qualité de soins? Faut-il encore une capacité de surveillance, de téléconsultation ou de signaler le moindre problème pour être pris rapidement en charge? Et puis il y a aussi tout l'environnement, de ce que l'on mange, de la manière dont on est accompagné, puisque l'idée est de ne pas se retrouver seul. Alors là aussi, on a accueilli récemment les fondatrices d'une application qui s'appelle Charlie et Granny. Oui. Ça fonctionne aussi bien que Tinder dans les rencontres amoureuses, sauf que là, ça met en relation des personnes âgées avec, j'allais dire, des petits jeunes qui ont du temps à donner. On est un peuple altruiste, profitons-en. Il nous reste une petite minute, David. Le tout numérique, on sait que ça peut inquiéter, surtout sur des secteurs comme celui de la santé. Bien sûr. De toute façon, sans explication, il n'y a pas d'acceptation des outils du numérique. On l'a vu avec tous anti-Covid, manque de pédagogie, difficulté à être prise en main, alors que c'est une application qui rend de multiples services en matière de prévention. Alors la confiance, ça se construit, ça ne se décrète pas. Et comme vous le dites, on est dans la sphère de l'intime. Donc il faut rassurer, et on rassure par des systèmes de sécurité, de fiabilité et de simplicité. Et on mettra ces données dans des DMP, dossiers médical partagés, que si on est en confiance et que si seul son médecin les regarde et pas le reste de la planète. Mais comme dans tous les autres secteurs, le numérique, c'est l'affaire de tous, et ça se nourrira du partage, du savoir et des talents. Et bon, on va terminer sur ces belles paroles. Merci beaucoup David Lacomblette d'être venu aujourd'hui dans Smart Tech, nous avoir accompagnés. Je rappelle, vous êtes président du think tank La Villa Numéris, mais on ne l'avait pas oublié. Merci beaucoup d'être venu. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain, même heure dans Smart Tech pour un nouveau numéro. Je vous souhaite à tous une très bonne journée sur Bismart et je vous dis à demain. Ciao.